Salut à tous et bienvenue dans la suite de notre projet. Alors notre projet ici que nous avons commencé tous ensemble, c'est-à-dire ici la conception des bâtiments de type R+4 à usage d'habitation. C'est naturellement un petit programme qui vous est offert par l'entreprise Rouya, qui est une entreprise de tech basée naturellement au Cameroun. Alors pour contacter notre entreprise pour toute activité ou bien pour toute préoccupation concernant la conception des plans, le dimensionnement, les notes de calcul, alors vous pouvez tout simplement nous contacter via le numéro qui sera tout simplement affiché en description. Alors nous sommes arrivés, comme je disais tantôt, à une étape cruciale de notre projet, c'est-à-dire ici la conception des plans de couvrage et des plans de fondation. Alors ce sont des plans qui vont nous aider énormément lorsque nous allons donc dimensionner ces bâtiments. Pour concevoir nos plans de couvrage ici, nos plans de fondation, nous avons besoin au préalable d'effectuer des prédimensionnements. Alors les prédimensionnements vont nous permettre tout simplement de déterminer les sections minimales ou bien les dimensions minimales des différents éléments structurels que nous allons utiliser dans notre projet. Alors comme premier élément ici, comme vous le voyez au tableau, nous avons d'abord la dalle pleine. Je rappelle ici que notre projet était un projet de toiture, nous avions une toiture terrasse. Alors une toiture terrasse qui était tout simplement protégée des pluies par une dalle pleine. Alors pour prédimensionner une dalle pleine, c'est-à-dire trouver son épaisseur minimale, voici la formule que nous utilisons juste là. Je rappelle ici que la norme que nous utilisons pour le dimensionnement ici est tout simplement le Bayel. Donc de cette norme-là, là nous avons la formule de prédimensionnement D ici qui représente tout simplement l'épaisseur de la dalle pleine, LX qui représente tout simplement le côté le plus court de notre panneau de dalles. Donc là, nous avons par exemple un panneau de dalles comme ceci. Ok. Alors ici, vous avez le côté le plus long qui sera LY tout simplement. Et là, vous aurez le côté le plus court de notre dalle pleine ici qui sera tout simplement noté LX. Alors pour obtenir donc l'épaisseur de notre dalle pleine, donc cette épaisseur-ci D, nous utilisons tout simplement cette formule. D doit être compris entre LX sur 50 et LX sur 30. Alors, maintenant, n'oublions pas qu'ici, notre bâtiment est un bâtiment à éléments mixtes, c'est-à-dire ici, nous allons également utiliser un plancher à houdji. Alors, pour avoir l'épaisseur du plancher à houdji que nous allons utiliser dans ce cas-ci, l'épaisseur va donc dépendre de la longueur des nervures. Là, vous avez un tableau récapitulatif qui nous donne donc les différentes épaisseurs que nous pouvons avoir pour notre plancher à houdji ici, selon la longueur ou bien en fonction de la longueur de la nervure. Pour une longueur de 4 mètres par exemple, nous allons utiliser un plancher d'épaisseur 12 plus 4. Alors lorsque nous notons 12 plus 4, 12 ici représente tout simplement la hauteur de l'houdji et 4 cm représente tout simplement l'épaisseur de la nappe de compression. Alors pourquoi est-ce qu'on dit nappe de compression dans ce cas? Là vous avez par exemple une section de votre dalle comme ceci. Les charges sont appliquées juste au-dessus de votre dalle comme ceci. Alors, sous l'effet de ces charges-là, vous aurez donc une certaine déformation, de votre panneau de dalle. Alors, la partie basse de votre panneau de dalle sera tout simplement en tension et la partie haute de votre panneau de dalle sera tout simplement en compression. Donc, cette nappe de compression, c'est une nappe qui se trouve tout simplement au-dessus de votre plancher comme ceci. D'où l'appellation de nappe de compression. Donc là, pour une longueur de nervure de 6,4, vous avez une épaisseur de 12 plus 5. Là, si nous avons affaire à 5 mètres, là vous avez 16 plus 4. Et là, nous avons 16 plus 5 ici correspond tout simplement à 5,3 mètres. 6 mètres de longueur correspond tout simplement à 20 plus 4 et 6,3 mètres de longueur correspond à 20 plus 5. Maintenant, nous allons donc nous mouvoir vers les poutres. Donc, pour prédimensionner la poutre, là, la hauteur d'une poutre ici ainsi que sa largeur. Donc lorsque je parle de hauteur et de largeur, c'est en fonction de la section donc, de notre poutre. Si nous avons notre poutre comme ceci, là nous avons la section de notre poutre. Donc là c'est notre poutre comme ceci, tout simplement. Alors pour cette section-ci, lorsque je parle de largeur, il s'agit tout simplement de cette distance-ci ou bien cette longueur qui est notée B et la hauteur sera tout simplement cette autre distance qui est notée tout simplement H. Alors, L ici, dans ce cas, représente la longueur de notre poutre. Supposons que notre poutre va jusqu'ici comme ceci. Donc là, nous avons notre poutre comme ceci. Là, ça va aller comme ceci et descendre comme cela. Donc là, nous avons notre poutre. Elle représente tout simplement cette longueur, la longueur de notre poutre. Alors, pour trouver donc cette largeur de notre poutre,
Là, cette largeur de notre poutre doit être comprise entre 0,3 fois h et 0,6 h. Mais dans ce cas-ci, nous allons donc commencer par trouver d'abord l'intervalle dans lequel nous allons choisir h. H doit être compris naturellement entre L sur 18 et L sur 10. Alors, cette formule, c'est une formule qui se démontre. Si vous êtes intéressé par la démonstration de cette formule, n'hésitez pas à nous le faire en commentaire. Alors, pour ce qui est des poteaux, là, nous voulons donc connaître les dimensions de la section de notre poteau. Donc là, nous avons notre poteau comme ceci. Là, nous avons la section de notre poteau comme ceci. Là, nous avons notre poteau. Et là, voici sa section que nous pouvons représenter tout simplement comme ceci, par exemple. Donc ici, nous avons donc A, qui est la première dimension, et B, qui est la deuxième dimension. Alors ici, pour avoir les mesures de A et B, nous commençons donc par déterminer la mesure de la plus petite longueur, de la plus petite face de la section de notre poteau. Donc ici, nous avons affaire à A. A ici doit être tout simplement supérieur ou égal à H sur 15, qui est la hauteur divisée par 15. Et naturellement, pour avoir B, B doit être tout simplement supérieur ou égal à A dans ce cas-ci. Alors, ici, cette formule également, c'est une formule qui vient des conditions qui se trouvent dans l'organigramme de dimensionnement des poteaux selon la norme Bayes. Donc, si vous êtes intéressé par le développement de cette formule, n'hésitez pas à nous le faire une fois de plus en commentaire. Maintenant que nous avons vu l'ensemble de ces éléments préliminaires de structure, comment est-ce qu'on peut faire pour les prédimensionner? Nous allons maintenant passer au prédimensionnement des semelles. Je rappelle qu'ici, pour notre bâtiment, nous allons utiliser des semelles isolées. Donc, dans ce cas, nous allons tout simplement prédimensionner uniquement la semelle isolée. Pour prédimensionner notre semelle isolée, nous avons besoin d'avoir un élément clé, un élément sans lequel nous ne pouvons pas travailler. Il s'agit tout simplement de la contrainte admissible du sol. Alors, je ne vais pas utiliser des termes très compliqués. Lorsqu'on parle de contrainte admissible du sol, en termes simples, c'est la pression maximale qu'un sol peut supporter afin d'éviter des tassements non négligeables, c'est-à-dire des déformations du sol non négligeables. Alors, supposons que nous ayons notre semelle isolée comme ceci, juste au-dessus de notre semelle. Là, nous avons donc notre semelle isolée comme ceci. Donc là, nous avons notre semelle isolée. Juste au-dessus de notre semelle, nous disposons également d'un poteau. Donc là, nous avons notre poteau comme ceci. Donc ici, ça doit être en interrompu. Et ceci également. Alors là, nous avons notre semelle isolée ici. Supposons que cette mesure ici, donc cette longueur, soit tout simplement appelée grand A, et cette autre longueur comme ceci, soit tout simplement appelée grand B. Et pour notre poteau, cette longueur soit tout simplement petit a et cette autre longueur soit tout simplement petit b. Alors, pour prédimensionner notre semelle isolée, il est donc question pour nous ici de déterminer grand A premièrement et grand B. Alors, pour le faire, qu'est-ce que nous devons avoir comme première condition? Si nous avons la contrainte admissible de notre sol qui est tout simplement sigma S comme ceci, donc pour la contrainte admissible du sol, vu que ça représente la pression maximale que le sol peut supporter, alors ici, la pression que le bâtiment ou bien la pression que la semelle doit exercer sur le sol doit donc naturellement être inférieure à qui? À sigma S. Maintenant, vu que nous sommes en train de prédimensionner, et lors du prédimensionnement, nous avons besoin d'avoir les dimensions minimales des différents éléments de structure. Ici, vous savez que lorsque nous dimensionnons avec la norme Bayes par exemple, nous avons deux états dans lesquels nous faisons nos dimensionnements. Nous avons l'état limite ultime et l'état limite de service. Alors, à l'état limite de service, selon les combinaisons de charges que nous avons la charge G ici sera tout simplement égale à la charge d'exploitation, donc à la charge d'exploitation Q, plus charge permanente, donc prenons la charge totale N, plus la charge permanente G. Mais à l'état limite ultime, la charge N à l'état limite ultime, ça c'est l'état limite de service, est égale à 1,35 G plus 1,5 Q. Donc vous voyez que à l'état limite ultime, la combinaison de charge est plus importante qu'à l'état limite de service.
Donc, pour avoir les dimensions minimales de notre semelle ici, nous allons donc utiliser une charge plus légère, c'est-à-dire la charge à l'état limite de service. Donc, pour le faire, qu'est-ce que nous avons comme condition? Nous avons donc NS ici, donc la charge à l'état limite de service, divisé par la surface de contact entre notre semelle et le sol. Alors, la surface de contact ici, c'est tout simplement égal à A fois B. Nous savons que cette pression-ci doit tout simplement être inférieure à sigma S, à la contrainte admissible du sol, pour que nous ne puissions pas avoir des déformations non négligeables. Alors, si les déformations sont négligeables, cela va tout simplement causer des fissures sur le bâtiment. Ceci voudrait tout simplement dire que NS doit être inférieur ou égal à sigma S multiplié par A fois B. Ce qui voudrait donc dire que A fois B doit être supérieur ou égal à NS divisé par sigma S. Donc ceci c'est tout simplement la charge à l'état limite des services, la charge qui est tout simplement transmise au sol via notre semelle. Alors ça c'est la première condition que nous avons noté condition 1. Alors en ce qui concerne la deuxième condition, il y a un facteur d'homothétie qui doit être respecté ici. Alors ici nous avons donc cette comme deuxième condition, grand A sur petit a doit tout simplement être égal à grand B sur petit b. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut tout simplement dire que grand A doit être égal à petit a fois grand B divisé par petit b. Alors, si nous remplaçons donc cette grand A dans l'équation 1, donc là nous avons 2. Si nous disons, en remplaçant grand A, donc 2 dans 1, alors qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons donc grand petit a fois b au carré divisé par petit b doit être supérieur ou égal à ns divisé par sigma s. Ok? Alors, ça voudrait tout simplement dire quoi? Que grand B au carré doit être supérieur ou égal à petit b fois la charge à l'état limite des services divisé par petit a multiplié par la contrainte admissible du sol. Donc, nous prendrons tout simplement notre b supérieur ou égal à la racine carrée de b fois la charge à l'état limite des services divisé par petit a fois la contrainte admissible du sol. Donc, une fois que vous avez la valeur donc, de grand B, vous pouvez naturellement revenir dans cette expression remplacée pour trouver donc, la valeur minimale de grand A. Alors, c'était tout pour cette petite vidéo. Vous avez donc vu comment on fait pour prédimensionner l'ensemble des éléments de structure. C'est après ce prédimensionnement que vous avez sorti les différents plans, c'est-à-dire plan de coffrage et plan de fondation. J'aimerais également apporter une petite précision ici. Vous avez vu que pour sortir, donc, pour faire le prédimensionnement de cette semaine, nous avons eu à effectuer au préalable une descente de charge. Alors, cette descente de charge qui va vous permettre d'avoir les combinaisons de charges, d'appliquer la combinaison de charges qui va vous permettre de déterminer NS. Donc, vous allez donc commencer par faire le prédimensionnement de la dalle pleine, du plancher à houdis, des poutres et des poteaux. Sortir vos plans de coffrage. Ensuite, vous allez maintenant faire votre descente de charge pour sortir tout simplement, pour faire le prédimensionnement de votre semelle et sortir vos plans de fondation à la fin. Alors, on se retrouve donc de l'autre côté pour la présentation du plan de coffrage de ce bâtiment.